Alors, merci de m'obliger à penser en venant vous voir, parce qu'il faut s'obliger à penser de temps en temps. C'est pas si facile que ça de s'obliger à réfléchir sur des choses pas simples. Je vais commencer par déclarer mes conflits d'intérêts. Je ne suis pas psychanalyste, je n'ai pas été en analyse, et je suis psychothérapeute à l'insu de mon plein gré. Puisque, comme l'a dit Catherine, je suis pédopsychiatre et donc de fait dans la loi je suis psychothérapeute et je m'interroge sur cet état de fait. Je suis partagé. Je ne sais toujours pas si je suis psychothérapeute ou pas. D'un côté, bien entendu, je n'exerce pas le métier de psychothérapeute au sens d'un suivi régulier de patients en obéissant à une méthode structurée, etc. D'un autre côté, je soigne par la parole dans mes consultations. Et donc, voilà, je, je ne sais pas. Et puis, je suis enseignant de statistique, et donc, bien sûr, ça peut colorer ma façon de penser l'efficacité des soins. Je vous laisserai juge là-dessus. Alors, j'ai réalisé, en préparant ce topo, qu'il y a exactement 20 ans, enfin, c'était le 5 février 2005, le ministre de la Santé de l'époque, Douste Blazy, était à la Mutualité devant un aéropage de psychanalystes. Et là, dans une grande envolée lyrique, il a affirmé que la souffrance psychique n'était ni évaluable ni mesurable et que donc on ne pouvait pas évaluer les psychothérapies et qu'il allait demander à son ministère d'enlever le rapport INSERM sur l'évaluation des psychothérapies de leur site parce que ce rapport n'avait pas de pertinence. Et il a été applaudi larga manu. C'était une époque où les ministres de la Santé et les psychanalystes s'aimaient. J'ai l'impression que ça n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Alors, il se trouve que j'ai fait partie du groupe qui a participé à l'écriture de ce rapport. Donc j'ai bien vu comment ça s'était passé et c'était un guet-apens, en fait. C'était un guet-apens. Alors, d'abord, il y avait eu une demande, je crois que c'était des mutuelles. Donc les mutuelles avaient demandé, donc, avec un financement, à l'INSERM de monter un groupe de travail pour évaluer ces thérapies. Et donc l'INSERM convoque un groupe d'experts, des méthodologistes dont je faisais partie, et puis des collègues psychothérapeutes de toute obédience. Et là, les règles sont imposées, c'est-à-dire le rapport ne doit porter que sur la littérature internationale à comité de lecture. Et bien entendu, en fait, à l'époque, parce que ça a beaucoup changé depuis, à l'époque, il y avait très peu de travaux de haut niveau de preuve, on reviendra dessus, dans la littérature internationale à comité de lecture évaluant les thérapies psychanalytiques. Ben donc, comme il y avait le sophisme, ce qui n'est pas évalué n'est pas efficace, eh bien la conclusion c'était que comme ça n'est pas évalué, ça n'est pas efficace et que les TCC étaient évalués et étaient efficaces et donc le rapport allait un peu dans ce sens. Je caricature, mais c'était quand même un peu ça qui s'est passé. Et en fait, il faut être honnête, c'est pas facile de dire le contraire. C'est pas facile de dire le contraire. Si vous êtes dans une institution scientifique, et la science c'est quand même bien globalement, quoi, hein, depuis que la science s'occupe de la médecine, on soigne beaucoup mieux les gens. Hein. C'est une réalité. Et donc, c'est une institution de science et de médecine. Vous êtes là, vous évaluez avec des données scientifiques. Ben, quand il n'y en a pas, vous êtes obligé de dire, ben, il n'y en a pas, c'est embêtant. Donc, on ne sait pas ce que ça fait, au minimum. On ne sait pas ce que ça fait. Donc, ça peut faire du mal, comme du bien, comme rien, etc. À côté, il y a des choses où il y a des études, donc on sait ce que ça fait. Donc, on peut dire que ça fait du bien. Et on a l'impression que c'est une espèce de preuve logique, quoi. Et que la réalité, c'est comme ça. Alors que, comme on va le voir, en fait, c'est plus compliqué, bien entendu, c'est plus compliqué. Et il m'a fallu du temps pour déconstruire cette façon de voir les choses et essayer de reconstruire quelque chose. Donc c'était un guet-apens, mais de notre côté, c'est pas si facile que ça de s'en sortir.
Alors, néanmoins, cet événement a été un tremblement de terre dans le monde de la psychothérapie et de la psychanalyse en particulier. Et donc je l'ai vécu, j'ai été du coup invité dans plein de séminaires avec des collègues, en général des collègues psychanalystes. Et il y a eu un débat au sein des psychanalystes, très vif, avec, j'ai vu des clivages, avec d'un côté des psychanalystes, je dirais, assez essayant de prendre du recul par rapport à leur pratique, se dire, ben, si la société bouge comme ça, si la société veut de l'efficacité, nous on est persuadés que c'est efficace, mais ça suffit pas à la société, bah donc on va se mettre à faire des études, puisque de toute façon on sait que ça marche, donc on va faire les études, donc les études vont montrer que ça marche, c'est juste qu'il y a qu'à. Alors c'est extrêmement lourd hein, de faire des études pour évaluer des psychothérapies, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais il y avait ce courant. Et puis il y avait ce que j'appelle les anarcho-psychanalystes, en général plus ou moins lacaniens, que j'adore. J'ai une profonde sympathie pour les lacaniens, qui sont très stimulants intellectuellement, mais ils ont un petit peu ce côté quand même. Et donc là c'était, ah non, alors même pas en rêve, enfin qu'est-ce que c'est que ce truc néolibéral, etc., etc., etc. Hors de question qu'on évalue, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, la psychanalyse, ça n'est pas un soin. Donc, on ne va pas en évaluer l'efficacité, ça n'a pas de sens. Et donc ça a été une première controverse. Est-ce que la psychanalyse, c'est un soin? Et la réponse n'est pas si évidente que ça. D'ailleurs, vous savez que les psychologues cliniciens en France ne font pas partie du personnel soignant dans les hôpitaux. Hein. Et que les syndicats de psychologues sont très stricts là-dessus. Hein. Alors, il y a peut-être d'autres raisons, hein. Enfin, quand même, c'est... pour moi, c'est... Je comprends l'argument hein, qui est développé, mais enfin, pour moi, un psychologue clinicien, ça soigne. C'est une évidence. Hein. Un psychothérapeute, ça soigne. Voilà, donc c'est du soin. Mais en tout cas, le débat a eu lieu. Alors, d'ailleurs, Lacan disait la guérison vient de surcroît. Donc on sait bien que, on voit bien que la guérison n'est pas l'objectif numéro un. L'objectif numéro un, c'est autre chose, et peut-être que cette autre chose peut conduire à une guérison. Et c'est pas, ça se discute aussi. Et Colette Chilan, qui a travaillé ici, disait finalement la psychanalyse, ça permet de changer de récit de sa vie. Ben ça, est-ce que c'est un soin ? Alors, ça se discute aussi. On change de récit de sa vie. C'est une entreprise personnelle qui vise à, effectivement, à faire le point sur ce qu'on est et à essayer de comprendre nos déterminants. Alors, il y a qui disent être plus libre, c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, de comprendre sa trajectoire de vie différemment et que ça éclaire quand même sur certaines de nos décisions. Et donc, ça, est-ce que c'est un soin ça peut l'être, mais la question se pose. Alors, en tout cas, pour cette conférence, vous avez tranché, puisque c'est l'efficacité des psychothérapies psychanalytiques. Donc, comme c'est des thérapies, ce sont des soins. Donc là, la question est réglée. On va s'intéresser à la psychanalyse en tant que soin. Et puis, il faut être honnête quand même, la plupart des psychologues cliniciens qui font des thérapies psychodynamiques accueillent des patients. Enfin, ils accueillent des gens qui sont en souffrance dans leur vie, qui vont pas bien, et l'objectif, c'est qu'ils aillent mieux. C'est quand même pas totalement éloigné de la réalité, ce que je dis. Voilà. Et donc, oui, bien sûr, ce sont des soins au sens large du terme. Alors, comme ce sont des soins, eh bien, il va y avoir des enjeux éthiques qui vont poser la question de l'efficacité. Parce que si on soigne quelqu'un de vulnérable. Les personnes qui viennent vous voir sont vulnérables. Et d'ailleurs, quand on s'engage dans une thérapie, on est profondément vulnérable. Or, si vous parlez à quelqu'un de vulnérable, eh ben, il y a une éthique qui vise à ne pas lui faire du mal, et si possible, à lui faire du bien. Et donc, pour répondre à cette exigence éthique, il faut bien se poser la question, est-ce que je fais du bien ou du mal ? Et donc, là, quand même, la question de l'efficacité se pose de fait pour toute personne qui soigne. Toute personne qui soigne,
doit se poser la question. Et donc, ça, on le dit aux internes en médecine. Hein. Alors, pour eux, c'est une évidence parce qu'ils sont conditionnés, enfin, indésirables des médicaments, etc. Mais au-delà de ce caractère normatif de l'efficacité, il y a un caractère éthique à se demander, est-ce que je fais du bien? Or, il y a plein de prescriptions qui sont autorisées et qui, pour un patient donné, vont faire du mal. Dans des centres anticancéreux, quand on prend en charge avec des chimiothérapies extrêmement lourdes des patients qui sont très âgés, c'est complètement conforme aux données de la science, mais ce n'est pas forcément éthique. Et donc, s'engager dans ce questionnement, c'est nécessaire. Alors, il y a un deuxième volet éthique qu'on voit moins souvent, c'est que pour certaines personnes, en fait, sur le plan éthique, parler à quelqu'un, par principe, ça fait du bien. C'est-à-dire que les humains, l'humain seul en désespoir, en fait, va trouver auprès d'autrui la source d'une bienveillance et de réconfort. Alors, c'est en grande partie vrai. D'ailleurs, on fait ça tous les jours. Quand on ne se sent pas bien, on en parle. Mais vous êtes au courant, parfois on parle à des gens qui vous font du mal. La parole peut faire du mal autant qu'elle peut faire du bien. Voilà, donc oui, mais. Alors, l'efficacité, évaluer l'efficacité des psychothérapies, en fait, il y a aussi derrière un enjeu politique et idéologique. Et ça, justement, c'était souligné par les lacaniens, c'est-à-dire, vous voyez, vouloir montrer que je suis efficace, on est un peu dans un deal néolibéral, c'est-à-dire productiviste. Alors c'est toujours facile à dire, dès qu'on dit néolibéral, c'est facile à dire, donc c'est pas bien, etc. etc. Mais quand même, vous voyez, le fait de, avec le minimum de séances possibles, je vais faire le mieux possible, il y a une logique derrière quand même. Il y a une logique économique et de rationalisation et d'objectifs qui sont fixés à atteindre. Ça obéit à une certaine forme de pensée, à une idéologie, quoi. Il y a une idéologie sous-jacente derrière l'efficacité. Alors, c'est pas forcément grave, hein. Encore une fois, il faut évaluer l'efficacité, mais il faut avoir conscience que on peut déraper. C'est-à-dire que si on s'engage dans le train de l'efficacité, alors on peut aller vite, quoi. On peut aller dans une espèce de fuite en avant et de ne pas voir qu'en fait, il y a des préconçus qui peuvent nous faire partir dans des directions qui ne sont pas forcément éthiques. Et donc, au total, à ce stade, la question, c'est pas est-ce qu'il faut évaluer l'efficacité des psychothérapies, oui ou non, c'est comment il faut les évaluer. Alors là, vous voyez, il y a eu des controverses, mais il y a des enseignements, c'est que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec ça. Alors qu'il y a 20 ans, 20 ans, le débat était ouvert et très vif. Voilà, donc on a progressé. On a progressé. Alors, comment évaluer? Et alors là, il s'est passé quelque chose qui a semblé une évidence. Et là aussi, c'est intéressant de voir qu'il y a eu, quelque part, une absence de controverse. On va évaluer les psychothérapies psychanalytiques comme les médicaments. Ça a été une évidence, en fait. Hein. C'est-à-dire, la psychothérapie psychanalytique est un soin, il faut l'évaluer. Comme les médecins utilisent les soins, et même socialement, c'est eux qui utilisent les soins, les big soins, quoi. Comment font les médecins pour évaluer les soins? Avec des essais thérapeutiques randomisés. C'est ça qui a le niveau de preuve le plus élevé. C'est le discours qu'on entend. Donc, on va évaluer les psychothérapies avec des essais randomisés, puisque c'est les médecins qui ont de l'avance déjà sur l'évaluation de l'efficacité des soins. On va bénéficier de leur avance méthodologique pour pouvoir utiliser les mêmes outils et évaluer les psychothérapies. Or, en fait, là, il y a un point de départ méthodologique sur lequel on aurait pu penser. Alors, on va voir, en fait, ça n'a pas été si grave que ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, et en science, c'est souvent ça, en fait, les gens partent trop vite, ils ne partent pas dans la bonne direction, mais ils trouvent quand même des choses.
Alors ce qu'on peut se dire, c'est que si on réfléchissait d'abord avant, peut-être qu'on aurait pu trouver plus vite, quoi. Mais alors il y a derrière cette question de l'évaluation de l'efficacité des soins avec, comme on le fait de la médecine, en fait, on n'a pas vu qu'il y avait des enjeux épistémologiques et qui sont en fait considérables. Et c'est juste maintenant qu'on commence à en prendre conscience. Alors, on le verra tout à fait à la fin, avec d'un côté les dernières thérapies cellulaires en cancérologie, mais d'un autre côté, le boom ce qu'on appelle les thérapies complémentaires ou les soins non conventionnels, hein, auxquels nos concitoyens vont larga manu, voir des ostéopathes, des acupuncteurs, des homéopathes, des rebouteux, etc., etc., où la question de l'évaluation se pose de la même façon qu'elle s'est posée pour les thérapies psychanalytiques il y a 20, 30, 40 ans. Sauf que là, c'est un raz-de-marée. Et donc, et puis ça touche tout le monde, alors que la psychanalyse, ça ne touchait pas complètement tout le monde à l'époque. Donc là, ça devient un problème systémique. Et donc, quand on travaille là-dessus, on se rend compte qu'en fait, très profondément, il y a eu, alors on met ça à l'origine au XVIIe siècle, c'est un philosophe britannique, Alfred Whitehead, qui était logicien au début du XXe siècle, qui a eu vraiment une vision sur l'évolution des sciences de la nature à partir du XVIIe siècle. Et donc c'est Galilée, Descartes, Newton. Vous voyez, c'est quand même des noms qui ont construit ce qu'on va appeler les sciences de la nature. Et bien sûr, vous voyez où je vais en venir, c'est qu'en médecine, la médecine est ancrée dans les sciences de la nature. Alors que les psychothérapies psychanalytiques ne sont pas ancrées dans les sciences de la nature. Et là, il va y avoir un problème fondamentalement épistémologique. Alors, que disent les sciences de la nature? Alors, Whitehead développe le concept de simple location, c'est-à-dire localisation simple. Alors, vous allez voir, quand je vais vous le dire, ça va vous sembler évident, parce que même si vous êtes intéressé par la psychanalyse, vous êtes conditionné par les sciences de la nature, parce qu'on apprend ça à l'école, partout, etc. Donc, les sciences de la nature ont un discours sur le monde, et que le monde, c'est-à-dire l'univers, est construit de petits objets, localement bien circonscrits, qui sont en interaction les uns avec les autres. Donc, vous avez des atomes avec des électrons, des protons, donc vous voyez, c'est des choses circonscrites qui sont attirées par des charges électriques, la gravitation, etc. Et puis, après, il y a des molécules, c'est un peu pareil. Après, si on regarde le vivant, nous avons des organes, nous avons un cœur qui est une entité bien circonscrite, qui a un rôle de faire circuler le sang, les poumons, les reins, etc. Et d'ailleurs, en médecine, on a des cardiologues, des pneumologues, etc. Vous voyez comme ça. Or, et donc, le sujet humain est un ensemble de petits objets qui sont en interaction les uns avec les autres. Et puis, dans la société, il y a des humains qui sont bien séparés les uns des autres et qui échangent par le langage. Vous voyez. Donc, l'univers est comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de dire le contraire. Eh bien, en fait, en particulier en psychothérapie, ça ne marche pas, ce modèle. Ça ne marche pas. Et en particulier pour décrire un sujet pensant, quand vous perdez un être cher, vous savez, on doit faire un deuil. Et le deuil, c'est quoi? C'est de faire que le sujet, l'être cher, il était en vous, et il faut apprendre à ce qu'il parte de vous, puisque de toute façon, il n'existe plus. Et donc, il y a ce travail à faire de se détacher, et ça prend beaucoup de temps. Et il y a une très belle phrase de Victor Hugo, qui, quand il a perdu sa fille, a dit « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. » Tu es partout là où je suis. C'est-à-dire, il n'y a pas de principe de localisation simple dans la vie psychique. Et dans une thérapie, en fait, c'est une évidence, au bout d'un certain nombre de séances, il n'y a pas de localisation simple entre le patient et son thérapeute. Alors on peut appeler ça le transfert, le contre-transfert, la copensée, l'alliance thérapeutique, enfin il y a plein de mots pour dire ça. Ces mots veulent juste dire qu'il y a une communion, il y a quelque chose, un lien qui se passe et qui fait que quand la séance est finie, en fait les deux humains sont encore ensemble quelque part. Or, cette façon de
penser la psychothérapie est incompatible avec la façon de penser les sciences de la nature, du moins en première approximation. Parce que c'est là que la science est toujours extraordinaire, c'est que, une fois qu'elle a vu qu'il y avait des problèmes, elle arrive toujours à les surmonter. Et alors figurez-vous qu'en ce moment, les physiciens ont un problème avec le principe de localisation simple. Puisqu'on a montré que, d'ailleurs ça a été à l'origine du prix Nobel d'Alain Aspect, qui est un physicien français il y a quelques années, donc c'est vraiment tout récent. Ces expériences ont montré que quand vous fabriquez deux particules intriquées, c'est-à-dire ces deux particules qui sont dans le même état quantique, eh bien, vous les laissez se séparer à l'infini, donc elles partent à une année-lumière l'une de l'autre, donc elles sont dans un état probabiliste, comme les particules, et donc elles peuvent être plus ou moins, par exemple, et c'est indéterminé, mais quand vous mesurez si l'une est plus ou moins, immédiatement, l'autre devient pareil que celle-là, alors qu'elles sont séparées à une année-lumière et qu'il peut y avoir aucun échange d'informations entre les deux. Ce qui correspond, on appelle ça réfute le principe ça induit à réfuter le principe de localité. Il y a une non-localité de la physique. Et donc, alors beaucoup de physiciens essaient de travailler là-dessus, et il y a David Bohm, qui est un physicien, qui propose une théorie, l'ordre implicite, ça s'appelle. Et alors c'est très drôle parce qu'il dit, personne ne veut m'écouter, ma théorie, elle n'intéresse pas les gens, et il dit, mais vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, si l'on réfute le principe de localité, les gens ont peur qu'on retombe dans un monde où il y a de la magie. Et on a ça avec la vision que se font les gens de la psychanalyse. Quelque part, c'est magique. Quelque part, c'est magique parce qu'il y a une intrication d'intimité dans le soin. Et ça dérange profondément. Alors, donc, essayons de dire ça avec des mots un peu plus simples. Enfin, on a la médecine qui a évolué selon les sciences de la nature, avec des cardiologues, des pneumologues, etc. Et ça a conduit à quelque chose de très fort sur l'efficacité des thérapies, sur comment faire preuve d'efficacité des thérapies. C'est Claude Bernard qui écrit ça dans l'introduction à la médecine expérimentale. Il dit il faut comprendre la cause des maladies, c'est-à-dire il faut comprendre ce qui a été la cause de ce patient a guéri et la cause de ce qui fait que le patient n'a pas guéri. Une fois qu'on aura trouvé la cause, on prendra un produit qui agit sur la cause et alors le patient aura guéri. On appelle ça la physiopathologie. C'est-à-dire que, il y a une souffrance qui vient se montrer au médecin. Le médecin a son enquête sémiologique, il en conclut une maladie, la maladie a une physiopathologie, il prend une molécule qui va agir sur la physiopathologie pour guérir le patient. Et ça fait preuve, quelque part. Et ça fait preuve d'efficacité. Et ça, c'est sous-estimé. Hein. Souvent, on dit « Ah, c'est les essais randomisés qui montrent l'efficacité. » Non, il n'y a pas que les essais randomisés, il y a le mécanisme d'action. Parce que figurez-vous qu'il y a des essais randomisés d'homéopathie qui sont positifs. Bien sûr, c'est des faux méthodologiques. Pourquoi je peux me permettre de dire ça? Parce qu'une granule 30 CH d'homéopathie, c'est dilué à 10 puissance moins 60. 10 puissance moins 60, il n'y a rien. Alors, à moins que toutes les lois de la physico-chimie soient fausses, ce qui n'est pas impossible. Enfin, le coût intellectuel est tel qu'on est obligé de dire que ça n'est pas possible. Sinon, tout s'effondre. Alors, peut-être qu'il faut que tout s'effondre. C'est pas la question. Mais en tout cas, pour moi, c'est clair, dans des granules 30 CH, il n'y a rien que du sucre. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que ce n'est pas intéressant, l'homéopathie. Mais en tout cas, c'est une autre question. En tout cas, il y a des essais randomisés qui sont positifs, mais personne n'y croit. Personne n'y croit parce que le mécanisme d'action l'interdit. Donc, le mécanisme d'action est extrêmement important pour faire preuve d'efficacité. Et là, vous voyez, il y a une controverse. Il y a une controverse parce que dans la psychanalyse, il y a eu la même chose. Il y a eu des psychanalystes qui ont dit, mais parce que Freud a écrit une théorie, cette théorie, moi je dis qu'elle est vraie, donc la thérapie est efficace. C'est-à-dire que, si il y a la méthode des associations libres, si j'interprète ce qui se passe, s'il y a un transfert et un contre-transfert, alors il va y avoir des réaménagements internes qui vont conduire le sujet à se reconstruire et à aller mieux. Donc ça marche.
Et il y a eu des psychanalystes qui ont pensé que ça suffisait. Et on pourrait dire pourquoi pas, puisqu'il y a des biologistes qui le font avec leurs médicaments. Alors, sauf que bien entendu, la théorie psychanalytique n'a pas la même assise que la biologie. Ça c'est un poids sociétal. Alors, néanmoins, en médecine, il n'y a pas que le mécanisme d'action, il y a les statistiques, et ça c'est arrivé à la moitié du XXe siècle, quand on s'est rendu compte qu'en fait, dans l'immense majorité, alors pas l'immense majorité des cas, dans un bon nombre de cas, on ne connaît pas la cause des maladies. Quelqu'un a une leucémie aiguë, quelle est la cause? C'est pas de chance. 9 fois sur 10. Voilà. Et puis même, quand vous avez un cancer du poumon, en général, c'est parce que vous avez fumé. Une fois qu'on a dit ça, ça ne sert à rien pour soigner les gens. Donc en fait, on s'est rendu compte que la pensée théorique, physiopathologique, ne servait, elle est utile pour évaluer l'efficacité, mais elle n'est pas suffisante du tout. Et c'est là que il y a eu l'idée de se servir de la statistique. Alors avec, et la façon la plus simple de se servir de la statistique, c'est de tirer au sort. Et vous voyez, c'est assez intuitif, et c'est parce que c'est intuitif que ça a eu un tel succès. C'est-à-dire, je me demande si ce soin-là est meilleur que ce soin-là. Pour des patients de ce type, ben, je prends des patients de ce type, j'en prends 200, j'en tire au sort 100, je leur donne ça, les 100 autres, je leur donne ci, j'attends 6 mois et je regarde ceux qui ont guéri. Vous voyez, quand on le dit, ça emporte la conviction. Et en fait, c'est cette conviction qui fait preuve. D'ailleurs, c'est dans la définition de la preuve, hein, une proposition éprouvée, quand elle est établie par une méthodologie reconnue et qu'elle entraîne une croyance. Donc c'est la méthodologie et la croyance qui font preuve. Et laisser randomiser, en fait, c'est son pouvoir de conviction qui en grande partie fait preuve. Alors, ce que je dis peut choquer, mais en réalité, quand on regarde comment les essais randomisés sont rentrés dans le monde de l'évaluation des soins, c'est en 1962, dans le Kefauver-Harris Amendment aux États-Unis, parce que jusqu'aux années 60, on n'évaluait pas l'efficacité des médicaments. On a commencé par évaluer les effets indésirables, avec le scandale de la thalidomide, etc., etc. Et puis ce sont les Américains en premier qui disent il faut évaluer. Et là, au Sénat américain, ils interrogent des experts, et les experts disent il faut tirer au sort. Et les experts ont dit, donc on a fait, ce qui montre que le niveau de preuve des essais randomisés est celui d'un dire d'expert. On n'a jamais prouvé que les essais randomisés conduisaient au meilleur niveau de preuve pour évaluer l'efficacité des soins. Et ça serait très difficile à prouver. Vous voyez, il faudrait prendre des pays où on ferait des essais randomisés, des pays où il n'y en aurait pas, il faudrait tirer au sort même les pays, enfin ça serait très compliqué. Alors intuitivement, les essais randomisés marchent bien, mais en fait, quand on est vraiment scientifique jusqu'au bout, ça n'est pas si simple que ça. Alors, vous avez donc d'un côté en médecine l'évaluation des soins qui repose sur un mécanisme d'action et de la statistique. Et alors là, du coup, en fait, ces enjeux méthodologiques ont une implication épistémologique. C'est que, en fait, implicitement, avec les mécanismes d'action, vous considérez que tous les gens qui ont la même maladie sont identiques. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont un infarctus du myocarde ont eu une obstruction de l'artère coronaire. Vous voyez ? Et c'est normal, quoi. C'est-à-dire qu'on a modélisé le sujet à partir de ses organes, et la maladie, c'est le dysfonctionnement de l'organe, et en fait, par construction d'une maladie, c'est le même dysfonctionnement que tout le monde va avoir. Alors la statistique, c'est pas pareil, mais la statistique, en fait, prouve l'efficacité en moyenne, donc, pour le dire vite, sur un sujet moyen. Alors, c'est pas que ça marche pas, hein. Ça marche assez bien, en fait, de dire ça, ça marche assez bien pour les médicaments. Mais il y a, du coup, ça a eu une implication sur ce qu'est un patient. C'est-à-dire, où un patient est un patient biologique, c'est-à-dire il obéit à un caractère universaliste de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tous les patients qui ont un infarctus sont tous identiques, quelque part, puisqu'on va les soigner de la même façon. Ou alors tous les patients sont comme le même patient moyen, qui correspond à la moyenne des sujets inclus dans l'essai randomisé.
Et là, bien entendu, on va avoir un clivage par rapport à la prise en charge en psychothérapie, où c'est bien plus difficile de dire que tous les patients pris en charge en psychothérapie, quand bien même ils auraient une plainte identique, seraient ou les mêmes ou semblables à un patient moyen. Et je me souviens, et du coup, ça a été un argument pour dire, en fait, on ne peut pas évaluer les psychothérapies comme on évalue les médicaments. Et je me souviens avoir entendu Daniel Vidloché, qui est quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était un grand psychanalyste français et même un grand psychiatre, tout simplement, hein, à la fois scientifique, psychanalyste et même un des premiers présidents de la FTCC, ce qui montre qu'à l'époque, on pouvait être président de l'International Psychoanalytic Association et être président de la FTCC. Donc Daniel Vidloché dire en séminaire, ben non, en fait, chaque patient est unique, chaque thérapeute est unique, et l'interaction entre le thérapeute et le patient est encore plus unique, donc il n'y a pas de reproductibilité, donc on ne peut pas faire de science avec. Donc on ne peut pas évaluer ça scientifiquement. Eh bien c'est faux. C'est faux. C'est là que c'est très drôle, parce qu'en fait en médecine c'est toujours pareil, quoi. Tout patient qui a un infarctus, il n'est pas pareil qu'un autre patient qui a un infarctus. Enfin, selon que vous soyez un homme, une femme, un vieux, un jeune, un tritronculaire, un monotronculaire, un insuffisant rénal, enfin tous les patients sont différents les uns des autres. C'est juste, enfin, tous les médecins le savent. Hein. Voilà, la réalité c'est, alors on peut dire, avec des mots un peu forts, on peut dire qu'on a une médecine issue des sciences de la nature, qui est une médecine moderne, au sens de la modernité, et puis on a une médecine, alors que l'on voit beaucoup dans la rencontre, dans la relation médecin-malade et dans la psychothérapie, qui est un peu postmoderne, c'est-à-dire on est face à la singularité, à l'identité de l'individu, à son caractère unique. Et, comme par hasard, la postmodernité, sur un plan théorique, elle a été construite sur les trois philosophes du soupçon, qui sont Nietzsche, Marx et Freud. Et donc la psychanalyse a historiquement fort affaire avec la postmodernité. Ce que l'on sent d'ailleurs chez les collègues psychanalystes, on sent que ça les nourrit. Cette pensée postmoderne les nourrit, c'est pas un problème, hein, c'est pas un problème, sauf que du coup ça rend allergique à la science et à l'évaluation de l'efficacité. C'est-à-dire que c'est une souffrance de penser l'évaluation par l'universel ou la statistique, c'est une violence, parce que c'est un choc épistémologique. Alors, donc, il y a des questions épistémologiques, mais en fait, c'est pas grave. Le principal, c'est quand même de les savoir, qu'elles existent, d'en discuter. Mais en fait, c'est pas grave. Et là aussi, c'est que si on est concret, en fait, on peut s'en sortir. Les théories, ça ne dit pas tout. Il y a des médicaments en médecine. Il y a un antiarythmique qui marche dans les tachycardies ventriculaires qui peuvent notamment arriver après un infarctus du myocarde. Donc la théorie veut qu'on les prescrive pour prévenir la mortalité en post-infarctus. La théorie dit ça. Les essais randomisés ont montré que le médicament il tuait plus de gens que le placebo. Pourquoi? Parce qu'un être humain c'est compliqué. C'est pas fait que d'organes avec une localisation simple, tout est mélangé avec tout, et vous avez une molécule, elle n'agit pas que sur ça, elle agit partout, et on ne sait pas tout. Voilà. Donc la théorie, c'est important, mais ça ne dit pas tout. Et en psychanalyse, c'est pareil, il y a une théorie, elle est importante, et là, il y a une vraie différence avec la naturopathie, où là, on est dans un délire théorique pseudo-magique qui fait que la toute-puissance de la pensée, de la nature sur l'humain, donc c'est un truc, c'est de la pensée magique. La psychanalyse, ça n'est pas de la pensée magique. C'est une théorie développée par des gens, il y a de la critique, il y a quand même une sacrée dose de critique entre les psychanalystes. Alors, c'est pas une théorie scientifique, ça fricote avec la science un peu aux marges, mais pour l'instant, c'est pas une théorie scientifique, mais au moins c'est une théorie. Alors après, on peut faire des essais randomisés. On fait des essais randomisés avec les médicaments. Alors c'est vrai que les médicaments sont des objets industriels, et donc ils sont tous semblables les uns des autres. Et donc vous voyez que c'est beaucoup plus facile d'utiliser de la statistique quand vous évaluez des objets qui sont tous reproductibles parfaitement.
Mais, vous voyez, et là aussi, ben, cette controverse, elle est riche d'enseignements, c'est que l'évaluation statistique des médicaments a conduit à ce qu'on oublie qu'un médecin avait un rôle dans l'efficacité du médicament qu'il prescrit. Et ça, c'est fou. À la HAS, vous pourrez voir, il n'y a aucune recommandation sur est-ce qu'il vaut mieux que le médecin soit vieux, jeune, homme, femme, en secteur 2, en secteur 1, selon qu'il soigne un homme, une femme, etc. etc. alors qu'on sait que un médecin homme ne donne pas la même posologie dentalgique à un patient femme qu'un médecin femme, etc. Enfin, il y a plein de données là-dessus aujourd'hui. On sait que l'efficacité des médecins change en fonction de l'âge du médecin, qu'après 60 ans ça décline, etc., etc. Mais c'est un tabou, et c'est un tabou parce que ça rentre en contradiction avec la pensée issue des sciences de la nature qui fait que il y a Claude Bernard et la statistique. Hein. Donc, c'est vrai que c'est plus facile d'évaluer les médicaments, mais par exemple, il n'y a pas que des médicaments en médecine, il y a de la chirurgie. Ben, un chirurgien, ce n'est pas un produit industriel. Alors, après, ben oui, il y a des psychothérapies avec des psychothérapeutes. Alors, les psychanalystes ont dit ah oui, mais alors, il faudrait dire ce que c'est que la psychanalyse en pratique. Or, c'est pas possible, on fait tous différemment. Et puis d'abord, il faudrait dire ce que sont les patients. En fait, c'est très compliqué, donc on ne peut pas, et c'est faux. Là aussi, on peut mettre des psychanalystes autour de la table, alors avec des écoles, hein, vous êtes au courant, ils ne font pas tous la même chose, etc. Mais de la même école, vous les mettez autour de la table, et en fait, ils font autant la même chose que des thérapeutes qui font des TCC que les autres. Voilà. Il y a un noyau commun autour de ce que c'est qu'une psychothérapie psychanalytique. Et puis, alors, bien sûr, alors il y a le modèle médical, c'est que si on fait un essai randomisé, il faut des critères d'inclusion, il faut les critères d'efficacité, etc. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme critères d'inclusion? Et bien sûr, là, il va y avoir la pensée médicale et le DSM qui va tout envahir, hein, parce qu'ils ont fait le job, quoi. Voilà. Donc on va prendre des déprimés, des anxieux. Mais qu'est-ce qui dit que l'étiquette déprimé DSM est compatible avec le concept de psychothérapie psychanalytique? Ce qui est une vraie question, hein. C'est une vraie question. Eh bien, malgré ça, ça marche. Voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que, alors que, en théorie, c'est compliqué d'évaluer des thérapies psychanalytiques dans la dépression au sens du DSM, parce que c'est pas vraiment ça qu'on soigne dans une thérapie psychanalytique. Et puis, des déprimés sont très différents les uns des autres, selon qu'ils ont un trouble de la personnalité associé ou pas, etc., etc. Oui, c'est compliqué, mais en fait, quand vous le faites quand même, quand vous prenez des patients déprimés quand même au sens du DSM, quand vous prenez des thérapeutes psychanalystes quand même et que vous tirez au sort, eh ben, il y a une différence. Voilà, c'est-à-dire, la méthodologie, elle est plus forte que les limites épistémologiques. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas penser les limites, bien entendu. Hein. Bien entendu. Surtout quand on va comparer des thérapies entre elles, où là ça va être compliqué, parce qu'il va y avoir parfois des critères d'inclusion qui vont être plus adaptés. Bien sûr, si un syndrome ou une phobie des ascenseurs, ah ben c'est sûr, si on compare une thérapie psychodynamique à une TCC, ça va pas. Hein. Le résultat est prévu d'avance. Donc j'en arrive à la fin. Donc la controverse, c'est faisable, c'est pas faisable, etc. La réponse a été donnée. Et puis de toute façon, en 2008, il y a eu la méta-analyse de line sharing et tout ça. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Quand cette méta-analyse est sortie dans le JAMA, hein, c'est-à-dire Journal American Medical Association, avec un éditorial associé, c'était un tremblement de terre, sauf en France. C'est-à-dire que les psychanalystes français, pour beaucoup d'entre eux, étaient fâchés, en fait. C'était très étonnant. Ils étaient fâchés qu'il y ait une étude, une méta-analyse, si vous voulez, c'était de la compromission, quoi, en fait. Même si ça montrait que ça marchait, en fait, c'était une compromission de rentrer dans le mainstream. Alors que moi, j'aurais été à leur place, j'aurais tapissé les murs de la méta-analyse en disant, mais regardez, impact factor 20, etc., on marche, enfin voilà. Ah ben non. Électroencéphalogramme plat, rien du tout. Rien du tout. Alors,
Et là, on avait l'impression que la messe était dite, quoi. Qu'en fait, ben voilà, la thérapie marche, etc. Et puis non, en fait, et puis non. Et puis non. Et là aussi, c'est la science qui avance. Et on avait sous-estimé, on n'avait pas évalué, comme avec les médicaments, l'effet psychothérapeute dans l'évaluation des psychothérapies. Et là, il y a des gens qui se disent, ben on va évaluer l'effet thérapeute. Et on se rend compte que bien sûr l'effet thérapeute est important. Ben alors méthodologiquement c'est très compliqué de démembrer ce qui est l'effet thérapeute, l'effet alliance thérapeutique, les causalités inversées, l'effet spécifique, l'effet thérapie, l'effet technique, etc. Enfin, c'est méthodologiquement très compliqué, mais on commence à avoir des résultats très intéressants et qui montrent quand même que, et là vous vous rendez compte, encore aujourd'hui, quasiment un essai randomisé sur 2 qui évalue une thérapie ne met pas l'effet thérapeute dans le modèle statistique. C'est fou. Là, les papiers publiés en 2024. C'est du déni. C'est du déni, alors que c'est le biais méthodologique numéro 1. C'est que si vous créez une nouvelle forme de thérapie, ben vous allez mettre des thérapeutes super forts et dans le bras contrôle des beaucoup moins forts et ça va absolument pas se voir et à tous les coups à la fin vous montrez que vous êtes fort. Enfin Et donc en fait on vient presque à se dire que les écoles qui forment des thérapeutes, ils forment pas en tout cas des psychanalystes, ils forment de bons thérapeutes. En fait c'est que la formation à être thérapeute psychanalyste, c'est une formation à être thérapeute. C'est une certaine façon de former un thérapeute. Et d'ailleurs, on le voit, vous devez faire, enfin, je parle de vous métaphoriquement, hein, c'est-à-dire on doit suivre une thérapie, on doit suivre une thérapie psychanalytique. Ben, c'est une façon de devenir un bon thérapeute, hein, de mieux se connaître, etc., et d'être dans le soin pour voir, etc. Et puis il y a supervision. Ben, supervision, c'est quand même le truc numéro 1 pour la qualité de la thérapie. Hein. Et là, honnêtement, en médecine, on aurait beaucoup à apprendre. Hein. Et donc, en fait, on a vraiment... Et ne pas faire mal, à supervision, ne pas faire mal. Hein. Parce que bien entendu que dans les psychothérapies, on peut faire du mal. Et il y a eu beaucoup de mal qui a été fait. Et donc, il y a, dans la plupart des enseignements de psychothérapie, il y a, et c'est souvent implicite, quoi, le fait que on va former des gens à une rencontre avec quelqu'un qui est en souffrance et comment gérer cette souffrance à la fois en tant que thérapeute et puis avec des outils techniques. Mais les outils techniques, ils sont là au moins autant pour aider le thérapeute à se construire un cadre dans la prise en charge que comme réel instrument qui intrinsèquement soigne. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit, par exemple, l'exposition en TCC, c'est une technique, mais on a filmé des thérapeutes et on s'est rendu compte que des thérapeutes psychanalystes, en fait, quelque part, ils exposent aussi, à leur façon. Voilà, donc voilà où on en est aujourd'hui. Vous voyez le niveau de déconstruction et de controverses qui parlent dans tous les sens. Et ce qui est intéressant, là, en 2025, c'est que ça infuse l'ensemble du champ de la médecine. Et ça c'est un vrai changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des thérapies cellulaires qui arrivent donc, dans la myotrophie spinale. Vous faites une injection à un enfant et ça coûte 2 millions d'euros. Et entre nous, quand on accueille une adolescente aux urgences pour tentative de suicide, si on pouvait avoir 10 000 euros pour une prise en charge en libéral intensive, ça nous changerait la vie et la vie des patients, mais c'est juste impensable. Hein. 10 000 euros, 2 millions d'euros. Eh bien, quel est le niveau de preuve de ces médicaments avec 2 millions d'euros? Zéro. C'est-à-dire que c'est une étude sans bras contrôle. C'est le mécanisme d'action qui est fantasmé, en fait, c'est une histoire, un mécanisme d'action. Hein. C'est un discours qui est complètement fascinant et une efficacité, mais dans le niveau de preuve est très bas, eh bien on paye. Et puis aujourd'hui, on se pose la question sur qu'est-ce qu'un bon médecin. Et je vais vous parler médecin homme, médecin femme, patient homme, médecin âgé, médecin pas âgé, etc. On déconstruit le caractère universel de la médecine et on apprend plein de choses. Et ça, c'est la vision de ce qu'est une psychothérapie qui imprègne le monde du médicament avec une réhumanisation du soignant dans le soin.
eh ben, je suis arrivé au bout de mes 45 minutes. Merci.